Merci Jean, merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui devant une assistance aussi nombreuse. Alors le thème de ces rencontres comporte, ça n'aura échappé à personne avec la conférence de ce matin, une connotation existentielle. Jamais implique une question, donc jamais sans mon ennemi, implique une question de vie ou de mort. Et en même temps, le thème déstabilise une manière facile de penser la guerre avec le possessif, jamais sans mon ennemi, le possessif qui indique un point de vue et défait l'image des deux ennemis face à face. Alors mon hypothèse de départ est qu'il y a des manières de penser la guerre, des représentations, et qu'il y a des images autres qui viennent perturber les logiques duelles, binaires, dont on a parlé aussi ce matin et qui faisaient question, qui sont mises en place par la philosophie classique, qui sont nécessaires pour penser la guerre dans une forme réciproque, mais qui sont insuffisantes. Tuer un ennemi dans une guerre, à la différence par exemple de tuer quelqu'un pour le dépouiller, cela implique l'autorisation d'abolir une distance. La barrière corporelle anthropologique, la limite morale ou religieuse qui fait du prochain un autre moi-même. Alors je vais interroger des formes de rationalité mises en œuvre pour penser la guerre qui sont perturbées par l'intervention de ce possessif. Essentiellement la figure du deux qui doit être ramenée à un. Voilà. Thomas Hobbes introduisait de la même manière, c'est-à-dire avec un possessif, le déséquilibre entre deux et un. La guerre, pour lui, je le cite, c'est tuer son homme. Détruire un homme, et non pas un objet, par exemple, en le consommant, c'est se l'approprier dans un futur antérieur. Puisque je le tue, il aura été mien. Dans une logique de guerre, c'est une manière radicale de réduire la dualité à une unité par soustraction. 2 moins 1 égale 1. Non pas unité par fusion ou par union, mais par destruction. Donc là, sur le slide, j'ai essayé de barrer le petit 1 de 2 moins 1, mais je ne sais pas faire une croix. Donc, je prétends que penser la guerre par le 2, pour faciliter par exemple sa limitation ou son encadrement par le droit, est une reductio ad minimum, une réduction à... C'était pas celle-là, mais c'est pas grave. Une reductio ad minimum, une réduction au minimum pensable et peut-être à une pensée minime. Alors c'est une facilité. Et il en faut pour embrasser un phénomène complexe. Mais c'est aussi une réduction susceptible de fausser la compréhension de la guerre comme phénomène collectif. Disons qu'il y a des modèles pour penser la guerre et que celui du duel, fécond, n'est pas le seul. Je vais examiner 2 grands modèles, celui du duel, le 2-1 et ses impasses, et celui du 2 qui donne autre chose que du 2-1. Autrement dit, le modèle du duel produit un paradoxe, tandis que d'autres modèles, peut-être plus littéraires, plongent dans le paradoxe et le maintiennent. Alors je vais appeler le premier modèle le paradigme homérique, mais j'aurais pu aussi l'appeler le paradigme clausewitzien, parce que Clausewitz, qui est un stratège et non pas un philosophe, a largement exploité l'image de la guerre-duel, reprise ultérieurement de manière, à mon avis, un peu figée. Dans cette configuration, et je ne parlerai pas des controverses morales, le corps à corps, pour tuer son ennemi, n'est pas opposé au fait de tuer un ennemi, par exemple, par drone interposé, ce qui paraît un peu de 2 pôles tout à fait différents. Et en fait, à partir du moment où on essaye de penser à l'abolition de la distance, ça se retrouve dans le même cas. Dans les 2 cas, donc drone et corps à corps, il s'agit bien d'abolir la distance. Et le paradigme homérique ramène la guerre, donc il s'agit de la guerre de Troie, à une succession de duels entre 2 héros, Hector et Patrocle, Achille et Hector. Ce sont donc des combats singuliers,
pour empêcher des tueries, par exemple le duel entre Paris et Ménélas, c'est pour éviter que les armées s'affrontent. Ce sont aussi, dans les faits, des préalables à des massacres en grand nombre de part et d'autre. Dans le cas du drone létal, le duel n'est pas un face-à-face, mais il s'agit bien aussi d'abolir la distance par le fait de tuer. Alors je ne pose pas la question morale de l'engagement, elle sera peut-être évoquée dans les jours qui viennent, hein, le fait qu'il faudrait risquer sa vie pour avoir l'autorisation morale de tuer l'adversaire, ou bien l'ennemi doit être visible, se signaler. Je compare deux manières similaires d'abolir la distance par le fait de tuer. Le pilote de drone est seul. L'image est bien celle de deux individus, l'un qui tue, l'autre qui est tué, mais avec un déséquilibre. Seul l'un des deux sait qu'il va faire du 2-1. A contrario, la fraternisation est une manière d'abolir la distance en reconnaissant une commune humanité. Mon ennemi est mon semblable. Autrement dit, dans la guerre, je crée une distance pour pouvoir tuer. Je déclare mon ennemi, ou un État le déclare mon ennemi. Mais j'abolis cette distance parce que je l'ai tué, ou bien, à contrario, parce que je fraternise. C'est un paradoxe logique qu'une image peut dépasser et qui nous est donnée par une peinture de Goya qui montre un duel. Le contexte, c'est celui d'une guerre civile, la guerre civile en Espagne. Donc, la réduction au deux d'une guerre, on a deux individus, mais les deux ennemis sont comme progressivement absorbés simultanément par le sol, par des sables. Ils s'affrontent et veulent se tuer l'un l'autre sans se rendre compte qu'ils sont deux humains en train de s'ensevelir. Ainsi, la guerre est une rupture d'équilibre. Créer du deux est destructeur. La logique destructrice est une rationalisation bien spécifique, qui avec du deux veut faire du un, schème que la philosophie adopte quand elle pense la guerre selon une reductio ad individuum, une réduction à deux individus. C'est un procédé, et ce procédé facilite le raisonnement, et il est une manière de rendre le paradoxe destructeur acceptable, formalisable. Il propose une réponse à la question « Comment, avec du 2, faire du 1 ?» Et pour comprendre qu'il s'agit d'une rationalisation, d'une réduction du paradoxe de la guerre, envisageons le contraire. Comment faire du 2 avec du 1 ? Elle correspondrait, vous le comprenez bien, à une logique absurde, celle du baron de Munchausen qui s'envoie lui-même dans les airs par un coup de canon ou qui se tire des sables mouvants, on a encore des sables mouvants, en se tirant lui-même par les cheveux. Donc la logique de la guerre, une logique sensée et non pas absurde, que la philosophie ou le droit doivent transformer en rationalisation de la guerre, c'est bien faire du 1 en détruisant. Et la philosophie politique classique s'est vaillamment attelée à la tâche, et pour ne pas tomber dans l'absurde, elle a normalisé la guerre entre États afin de mieux la limiter. Ce faisant, elle a quand même dû simplifier et penser la guerre précisément comme duel. Les ennemis sont des adversaires, la distance est créée en même temps qu'abolie par cette reductio ad individuum. Alors c'est très important, ça a donné des traités absolument fondamentaux, des réflexions nécessaires pour éviter que la guerre ne tombe dans le massacre à l'infini, mais c'est tout de même une erreur. La logique duel, du minimum, de interindividuel, nous fait manquer les logiques collectives à l'œuvre dans la guerre. Le paradigme homérique, où la guerre égale des deux côtés, le duel chevaleresque, avec des règles scrupuleusement observées, ou le western et son duel final qui règle le conflit, c'est une image utile, certes, mais partielle, voire fausse.
Alors les philosophes sont conscients de l'insuffisance de ce modèle. Par exemple, certains ont commencé en réfléchissant à l'idée qu'une guerre ne peut pas être juste des deux côtés. Donc que signifie réfléchir à une guerre juste? On en parlera sans doute de nouveau. Je n'en dis qu'un mot, et son fantôme plane au-dessus de l'assistance. Carl Schmitt a compris qu'on ne pouvait pas s'en remettre à cette image de l'équilibre. Le principe, le critère d'identification du politique, selon lui, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Désigner un ennemi et donc reconnaître ses amis, c'est établir un degré d'association et de dissociation, d'union et de désunion d'une entité politique. Mais ami-ennemi, ça n'est pas du duel, ça n'est pas une opposition duel, ce n'est pas un vis-à-vis. Ça ne signifie pas que le politique est une guerre permanente, cela signifie que le politique tire son sens, je le cite, de la possibilité de provoquer la mort physique d'un homme. Souvent, il s'agit pour un État de désigner un ennemi public, et j'insiste sur le fait de désigner un ennemi, sur la dimension déictique, comme une excroissance, un débordement. Je désigne un ennemi, à partir du 1, je produis du 2, de manière un peu monstrueuse, il faut le reconnaître. Alors il y a un deuxième champ qui montre que l'équilibre du 2 n'existe pas, que la guerre-duel est seulement un schéma facilitateur, c'est le champ de la guerre civile. Avec la guerre interne, on plaque artificiellement du 2 sur du 1. La cité implose de l'intérieur. Et là, c'est une division plutôt qu'une soustraction. Un divisé par 2, ça ne fait pas de l'unité. Ça ne fait pas un duel non plus. Tuer son homme, jamais sans mon ennemi, le possessif prend un tour très particulier avec la guerre interne. Alors je ne me lasse pas de citer une phrase terrible qui résume à mes yeux la guerre civile. C'est une phrase qui est rapportée par l'historien romain Suétone, prononcée sur le champ de bataille de Bédriac, pendant la guerre qui oppose 4 prétendants à l'Empire après la mort de Néron. C'est Vitellius qui la prononce, il est opposé à Othon, et il affirme que le sang d'un ennemi sent toujours bon, surtout si c'est celui d'un concitoyen. Le surtout, c'est le signe qu'il n'y a pas de 2 auquel on soustrait du 1. Il y a du 2 monstrueusement dans le 1, le concitoyen. Sans remonter au 1er siècle, on peut penser beaucoup plus récemment à l'ex-Yougoslavie ou au Rwanda. Le 2 à partir du 1 passe bien par une désignation, une création de distance, le dénigrement, l'animalisation, la réification sont des désignations qui autorisent de tuer son ennemi si proche. Et c'est effectivement politiquement monstrueux. Il est impossible, logiquement, de faire du 2 dans le 1, ce qui rend les guerres internes si insupportables. Alors, dans un deuxième temps, je vais proposer 3 tentatives qui permettent de dépasser le schéma de la guerre-duel sans tomber dans l'absurde, mais comme vous le verrez, en plongeant dans le contradictoire. Alors, il y a un paradoxe de la destruction. Ce qui sépare rapproche, ce que je tue, je dois l'éloigner parce qu'il me ressemble trop. Et il y a quelques pages qui décrivent tous les états de ce paradoxe instauré par la situation de guerre. Ce sont des pages du livre « À l'Ouest, rien de nouveau » de Éric Maria Remarque. Dans ce récit de la Première Guerre mondiale, le narrateur décrit toutes les variations du 2 et du 1. Il y a un passage, c'est au moment d'une offensive, sous une pluie de shrapnel, le narrateur trouve refuge dans un trou d'obus. Un autre corps y tombe, et sans se poser de questions, le narrateur frappe. Et à partir de ce moment,
il passe par tous les états d'éloignement et de rapprochement. Il fuit le regard de l'agonisant, puis il le soigne. Il en a peur, il s'en éloigne, et puis il l'appelle camarade. Il veut qu'il meure, cette attente est insupportable. Et puis, une fois que celui-ci est mort, il regrette sa présence. Il lui prodigue une sorte de service funèbre, et il revient en miroir à lui-même. Il refuse de connaître son nom, puis il ouvre son portefeuille pour le connaître. Il s'identifie jusqu'à tout à coup vouloir devenir typographe, comme le mort. Son monologue est très révélateur. Le camarade, celui qu'il a appelé camarade et qui est mort, n'a d'abord été pour lui qu'une idée. C'est une idée qu'il a poignardée. Il a pensé grenade, poignard, baïonnette. Il a donc pensé ennemi. Mais, dit-il, à présent, je m'aperçois pour la première fois que tu es un homme comme moi. Et il pense au temps de la paix, à ce qu'ils ont en commun, sous les oripeaux du soldat. Et toutes les ressemblances sont ainsi égrenées. Donc dans ce passage, on a toutes les variations du 2 et du 1, de la ressemblance et de la différence, dans une structure qui est une structure duelle, et cependant qui échappe à la schématisation grâce à la narration dans le temps. Donc il faut passer par la narration pour dépasser la schématisation. Il faut raconter pour comprendre ce qui se joue sous la soustraction formalisée, alors même qu'on est bien dans un face-à-face. La reductio ad individuum n'a donc pas la même épaisseur selon qu'elle passe par la fiction ou par la philosophie. Autrement dit, la littérature n'a pas besoin de résoudre le paradoxe, tandis que telle est la visée de la philosophie. Pourtant, avec Éric Maria Remarque, nous avons encore ce schéma du 2 et du duel, quand bien même il connaîtrait toutes les modulations de l'adversaire, de l'ennemi, du semblable. Il faut donc reprendre notre ouvrage, parce que la schématisation et la fictionnalisation duel ne donnent pas toutes les réponses. Donc, avec Remarque, nous avions clairement des individus. Et avec le film que je vais évoquer, nous avons des individus en lieu et place d'entités collectives. Il s'agit de Good Kill de Andrew Niccol, 2014, un film qui s'attache à un pilote de drone états-unien chargé de surveiller et de tuer des talibans présumés. Il est en proie aux dilemmes moraux, bien sûr, mais aussi à une angoisse personnelle existentielle. Alors dans ce film, le drone lui-même n'apparaît que très fugacement, on le voit là, c'est à peu près la seule image où il apparaît. Et la distance est facilement abolie, évidemment, au cinéma, par la magie du champ contre champ. Là aussi, la dialectique du 2 et du 1 se met en scène. Le discours d'accueil des nouvelles recrues insiste sur le fait qu'un clic avec un drone, c'est de la chair et du sang. La proximité entre les ennemis est soulignée, car les pilotes voient des Afghans dans leurs tâches quotidiennes. Et en miroir, la famille états-unienne est parfois saisie en zoom de drones. Donc l'empathie est là, à 11 000 km de distance, et nous ne sommes pas loin du cas du soldat nu, ce moment où on s'abstient de tuer le soldat ennemi parce qu'il est dans une position, une situation qui tranche sur la situation de guerre. Le nuage de fumée silencieux indique seul la mort donnée au-delà de la distance technique. On est vraiment dans le cas de ce que le philosophe Günther Anders, un philosophe allemand un peu marginal qui a surtout pensé notre sentiment d'infériorité par rapport aux machines et qui s'est beaucoup battu contre le nucléaire à partir de la bombe atomique sur Hiroshima. Günther Anders y parle de télémeurtre. Alors ce qui m'intéresse dans le film d'Andrew Niccol, c'est que le point de vue, on a la focalisation du pilote, indique clairement le déséquilibre sous le schéma duel, déséquilibre redoublé par le trauma. Le pilote
devrait être protégé par la distance et la mort abstraite qu'il donne. Il est même dépourvu de haine pour celui qui ne menace pas sa vie. Mais dans cette schizophrénie, son ennemi devient lui-même. C'est-à-dire que pour faire du 1 avec du 2, l'anti-héros est obligé de faire du 2 dans le 1. C'est-à-dire qu'il est obligé de se diviser lui-même et d'incorporer l'ennemi lui-même pour lui donner une réalité. C'est une démonstration par l'image de cette, avec le miroir brisé. Donc la schématisation ne pallie que partiellement le problème lié à la réduction à l'individuel. Dans la littérature et l'art, le problème est déplacé et en quelque sorte annulé. L'articulation entre le singulier et le général n'est pas problématique, alors qu'elle l'est dans un traité qui pense soit l'un, soit les autres, mais pas les deux en même temps. En fait, le problème est tout simplement dans la formule elle-même. La réduction à l'individuel ne tient pas compte du collectif, n'arrive pas à en rendre compte. Or, une guerre est un état collectif qui met aux prises des entités collectives, les États, les Allemands, les Français, les talibans. Instaurer la distance pour la détruire, ce paradoxe de la destruction, est un énoncé contradictoire que la philosophie ne peut pas se permettre, sauf à passer par la fiction. Donc la réduction au duel est une fiction opératoire, mais il ne faut pas oublier de repasser au collectif. C'est-à-dire que le concept a besoin de l'image pour penser l'articulation entre individu et collectif sans stagner dans la réduction logique. Alors je terminerai avec ma troisième tentative, qui n'est pas la mienne et qui tient pleinement compte des entités collectives. Il s'agit d'une nouvelle d'Italo Calvino qui relate en quelques pages un épisode de sa vie de partisan pendant la Seconde Guerre mondiale, et au moment de la guerre civile en Italie. C'est l'assaut d'un village tenu par les fascistes de la République de Salo. Alors le texte effectue un remarquable travail de non-personnalisation. Calvino décrit la marche nocturne dans les forêts escarpées, sur des chemins où se rejoignent peu à peu des colonnes de combattants résistants, en un ballet collectif et silencieux. Aucun personnage n'est décrit, tout passe par les sensations identiques pour tout un chacun, les sons, le poids du chargement, les épines qui s'immiscent dans les chaussettes. Et le pronom répété, on en a parlé aussi ce matin, dans cette description, c'est « nous ». Le détachement se poste en pourtour du village pour empêcher la fuite des fascistes, dans une attente longue et silencieuse. On entend quelques craquements de fusils, mais aucun mouvement. Et puis monte du village un chant, donc un chant à plusieurs voix. Ils chantent. Alors le détachement de partisans se précipite vers le village. Mais ce chant n'est pas un chant de partisans, c'est un chant fasciste. L'assaut a échoué. Ainsi se termine le souvenir et le récit de la bataille. Mais l'auteur reprend cette fois-ci le « je » et reconstitue dans un épilogue ce qui s'est passé. Après la débauche de « nous » vient la possibilité de personnaliser. Après le collectif, les individus qui sont 10 personnes. Calvino reprend le « je » et dit « je pourrais attribuer à chacun son nom, sa place, son geste ». Et là, il nomme les partisans qui sont entrés dans le village. Gino, Tritolo, Cardù. Calvino est parti du collectif et il passe aux individus. Et pour finir, une double identification. Les fascistes aussi, reconnaissant Cardù, qui est étendu mort dans une rue du village, un ancien condisciple, qui, au lieu d'être le meilleur des leurs, avait été le meilleur des nôtres. Guerre civile par excellence. Donc Calvino parvient avec cette réversibilité à transcrire le deux dans l'un de la guerre civile. Il réussit à effectuer l'intégralité du processus dialectique. Partant du jeu de l'auteur qui se souvient, il est passé par le mouvement des entités collectives pour aboutir à une repersonnalisation des groupes. Démonstration dont on retiendra l'élégance et l'économie, le schème qui n'en reste pas à la réduction, le séjour dans le contradictoire que seule la fiction peut se permettre. Donc le schème du deux est bien nécessaire pour comprendre, par exemple pour faire des lois internationales, mais il faut le dépasser,
Ne pas s'en tenir à la destruction, mais tenir compte des allers-retours entre individus et collectifs, entre subjectivité et monde commun, la dialectique du je et du nous. Et pour ce faire, la philosophie a besoin de passer par la fictionnalisation. Je vous remercie.